Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, le média internet, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Joël Bess. Joël, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Donc nous nous connaissons déjà, nous avons eu l'occasion de faire certaines émissions sur Ici Maintenant, l'occasion de t'accueillir sur Immedia et d'aller en profondeur sur qui tu es, ce que tu proposes à ceux et celles qui te suivent. On te qualifie de chaman. Il serait intéressant de définir déjà ce qu'est ce terme, sachant que tu es tombé dedans sur le tard, mais que ça a changé radicalement ta vie. On va avoir l'occasion de te suivre dans ce processus de transformation que tu proposes aujourd'hui aux gens qui viennent te voir. Alors, qu'est-ce que le chamanisme pour toi ? Oui, donc pour moi, le chamanisme, c'est un contact direct avec Dieu. Pour moi, Dieu, c'est plus le vieillard avec une barbe blanche qu'on m'avait présenté quand j'étais enfant, mais c'est la nature avec une majuscule. C'est toute cette force créatrice qu'on retrouve dans tous les règnes, humain, végétal, animal, et c'est tout ce qui nous pousse à vivre. Et donc c'est un contact direct sans l'écran d'un être humain, un prêtre ou autre chose. Cependant, selon les traditions, il y a un intermédiaire qui peut être une plante ou des associations de plantes, voire des instruments. C'est un peu une liste exhaustive comme ça, mais il peut ne pas exister du tout d'intermédiaire, pas de tambour, pas de musique, pas de chant, pas de champignons ou quoi que ce soit, et le chaman peut aussi se connecter à ça. Alors, d'ailleurs, tu n'as pas parlé réellement de se connecter via un intermédiaire, puisque tu as dit sans intermédiaire. Tu nous dis c'est un moyen de se connecter à la vie ou de se reconnecter à la vie. Quand tu parles de nature, moi c'est ce que j'entends, c'est dans tous les règnes. Donc c'est ce que, pourrait-on penser, un être humain peut faire déjà au quotidien. Donc est-ce que tu peux y amener peut-être un peu plus de subtilité dans ta réponse ? Oui, effectivement, on peut le faire au quotidien, mais plus ou moins. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir aller voir ce qui se passe au fond de la forêt amazonienne. Et effectivement, c'est grâce à cette plante extraordinaire qu'est l'ayahuasca, cette plante de pouvoir. Mais je dirais que c'est quelqu'un quelqu'un. C'est presque comme un être humain qui m'accompagne et qui me parle directement, qui est en lien direct avec moi. J'ai pas d'homme avec une majuscule qui me traduit ce que la nature me dit. C'est ça que j'aime tellement là-bas. C'est que c'est directement de la nature, de la plante à moi-même. Ça se passe entre nos deux ADN et il n'y a pas de distorsion, même en voulant bien faire. Je vois ça dans certaines religions. Et au nom de l'amour, il y a beaucoup de choses qui sont un peu étranges, je trouve. Tandis que là, c'est cette force d'amour direct qui se passe de cette plante à moi. Et je trouve ça phénoménal. Lorsque tu parles de cet intermédiaire ou de se reconnecter à la nature, j'entends via l'ayahuasca, ce qui est intéressant, c'est à mon sens d'avoir à un moment donné de sa vie eu le besoin de prendre une plante, en l'occurrence c'est une association de deux plantes, pour pouvoir accéder finalement à ce qu'est la vie. Or, dans nos vies de tous les jours, on vit, on peut avoir un certain amour pour nos animaux, pour peut-être nos plantes, nos fleurs. Bref, qu'est-ce qui s'est passé pour que, j'allais dire, la conscience de Joël Bess d'il y a, je sais pas, 20, 30 ans, qui était en contact avec la nature, comme bon nombre d'entre nous, j'imagine. Il n'y a qu'à voir les parcs qui sont pris d'assaut ou les forêts quand il fait beau l'été. Donc l'être humain recherche la présence de cette nature. Maintenant, comment se fait-il qu'il ait peut-être perdu la conscience que peut nous amener une plante comme l'ayahuasca, d'après toi ?
D'après moi, moi, comme pas mal de gens que je côtoie, je me rends compte que j'avais trouvé refuge dans ma tête sans m'en rendre compte, puisque je n'avais pas moyen de toute façon de me comparer ou de comparer les gens avec lesquels je vis à autre chose, à un autre monde. Donc ça me semblait normal. Et je suis restée dans cet état-là jusqu'au moment où j'allais vraiment très très mal, malgré tout le travail que j'avais fait sur moi, parce que j'avais fini par comprendre quand même que j'avais besoin d'exprimer mes émotions. Avant, je trouvais ça complètement superflu et complètement... Enfin, je pensais que c'était une perte de temps. Alors, j'avais fait ça pendant au moins 20 ans et j'estimais avoir un retour normal et que j'allais obtenir une sérénité à tout jamais. C'était pas du tout le cas et je pense que la vie est bien faite. Hein. J'ai un de mes proches qui était mal et je me suis vue partir dans sa tristesse, dans son désespoir et je me suis dit stop, il y en a marre, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Donc c'est à ce moment-là, comme par hasard, que la vie m'a apporté cette opportunité de faire un voyage dit spirituel en Amazonie. Mais c'était pas du tout une intention de ma part. Je savais pas du tout ce qu'on faisait là-bas. Je connaissais l'Amazonie évidemment comme tout le monde, mais c'était tout. C'était quoi le programme alors? Enfin, pour que tu décides d'y aller Ben, je pense que inconsciemment j'avais envie d'être ailleurs. Je me rendais compte encore une fois que malgré tous mes efforts, je revenais toujours à la case départ, toujours avec des épreuves dont je ne sortais pas. Mon péché mignon, c'était la dépendance affective. J'étais toujours coltinée à la souffrance de mes proches et là j'en ai eu ras-le-bol. J'en avais marre. Donc j'ai un ami qui m'a proposé un voyage dit spirituel. J'avais 1 an pour réfléchir, du coup je lui ai dit oui, comme ça, un peu pour avoir la paix. Je me disais j'aurais bien le temps de réfléchir. En fait, l'année a été tellement remplie que j'ai pas du tout eu le temps. Et 2 mois avant, j'ai commencé à ouvrir des livres et c'est là où j'ai dit waouh, dans quel guêpier je me suis foutue. C'était trop tard. Enfin, si, j'avais quand même l'opportunité de dire non. Et le miracle, c'est que j'ai dit oui. Et pourtant, c'était pas gagné, hein, parce que j'avais autant de gens qui me disaient que ce que j'allais faire là-bas, c'est qu'on allait me droguer, et que de gens qui me disaient non, non, c'est très bien, vas-y. Du coup, il y a quelqu'un en moi qui a choisi pour moi, parce que c'était vraiment un dilemme très, très, très fort. Dans quel pays c'était? Au Pérou. Au Pérou. Alors, il faut savoir aussi, pour peut-être ceux qui ne le savent pas, au Pérou, l'ayahuasca est reconnue comme patrimoine national. Elle est reconnue comme médecine, réellement, voilà, c'est un fait. Dans certains pays d'Europe, elle est acceptée, tolérée. En France, c'est interdit, considéré comme psychotrope, dangereux. Donc voilà, on tient à préciser. Et c'est aussi pourquoi Joël mentionne le fait que tu es allé là-bas. C'était en quelle année? C'était en l'an 2000. On a commencé le nouveau millénaire. Je fais jamais les choses à moitié. Alors ça consiste en quoi, puisqu'on parle d'un voyage spirituel? Et tu organises aujourd'hui des voyages, Oui. mais pas uniquement en Amérique du Sud, pas uniquement au Pérou, tu en organises au Ladakh, tu en organises aussi en Inde, bref, c'est assez varié, donc tu les qualifies aussi toi-même de voyages spirituels. Alors, Oui. qu'est-ce que avant qu'on parle de toi, ce que tu proposes, qu'est-ce que tu savais du programme, entre guillemets, qui t'allait être proposé lorsque tu es parti en 2000? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Quand j'ai réalisé, enfin un peu, que inconsciemment que rien n'allait être pareil, j'ai fini par dire Inch'Allah.
Mais je pense que c'est souvent comme ça que je réagis dans la vie d'ailleurs. Quand je prends des risques calculés en général, mais pas mal de risques. Et quand je sens que ma peur risque de me paralyser, je me jette à l'eau. Et je sais que je vais nager après. Là, c'était un peu le cas. Si ce n'est que là, c'était vraiment, vraiment fort. Et pour répondre à ta première question par rapport à la spiritualité, pendant toutes ces années dont j'ai parlé, où je pensais vraiment, j'étais honnête avec moi-même, être un être très spirituel, je me suis rendu compte après coup qu'en fait, c'était encore une fuite devant mon incarnation. J'étais là-haut. Alors, j'étais pas toute seule, je faisais partie d'une religion, j'allais à la messe le dimanche, catholique. Donc c'était sécurisant. Tout le monde pensait pareil. Et encore une fois, je priais ce vieillard qui me sécurisait intellectuellement. Mais quand je suis arrivée là-bas, de là, je suis passée là. Et aujourd'hui, la spiritualité, pour moi, c'est plus des belles paroles, c'est plus c'est plus la tête, c'est plus l'intellect, c'est le corps, c'est le corps, la tête aussi, mais qui est remise à sa place, quoi. Et c'est la nature qui est en moi, c'est cette puissance supérieure qui est au fond de moi, cette lumière qui était complètement masquée, avec laquelle je suis en connexion constante. Et là, ça change tout. Et ce Dieu que je cherchais à l'extérieur de moi, maintenant il est en moi. Et quelqu'un m'a dit dernièrement, mais comment ça se fait il a fallu faire tout ça, attendre tout ce temps, aller jusqu'au bout du monde pour comprendre que, l'air de dire, ma belle, t'as une case en moins. Bah ouais. Quelquefois, il faut effectivement aller très très loin, se faire très mal, j'ai envie de dire, pour casser cette coque, ce mur, cette armure qu'on peut se forger avec le temps, pour se préserver de toutes les agressions, mais malheureusement pour se préserver aussi, on ne le sait pas, mais c'est ça, de cette lumière qui est au fond de soi. Lorsque tu nous parles de cette époque en 2000, donc aujourd'hui, on peut le dire, toi, tu as 70 ans. Presque. Tu ne fais pas du tout. Donc il y a 16 ans de ça, puisqu'on parle de l'an 2000, dans quelles conditions physiques et psychiques, alors tu en as parlé un peu du psychique, dans l'état dans lequel tu étais, et de l'éponge que tu étais, et de la manière dont tu t'imbibais du malheur des autres, et je ne sais pas si tu étais dans un rôle de sauveuse, de sainte, ça, et puis le corps dans tout ça, puisque tu parlais de redescendre dans son corps, il en était où lui, ton corps? Là aussi, j'étais honnête avec moi-même, je pensais que je m'en occupais bien, parce que j'étais très sportive, je pratiquais le ski, l'équitation, la plongée sous-marine, Des activités sportives. Oui, je faisais attention aussi, à peu près à ce que je mangeais, donc... mais j'ai réalisé encore après coup que pour moi, mon corps n'était qu'un outil en fait. Et encore plus loin, j'ai l'impression que c'était comme un bloc. La tête disait à ce bloc d'aller à droite, il allait à droite, d'aller à gauche, le bloc allait à gauche, et puis c'était tout, quoi. C'était vraiment la tête qui dirigeait tout, et tout se passait là-haut. Et je pense qu'il y a pas mal de gens aussi ici, dans ce pays, qui agissent de la même façon, qui sont un peu leurrés par, entre autres, le bien-être que donne le sport. Quand on court, quand on se défoule, on crée des endorphines et ça donne une sensation d'euphorie, mais qui n'est pas très profonde. Et moi, ce que le chamanisme, les plantes m'ont appris, c'est à aller très très en profondeur dans mon corps, notamment lors de prises ayahuasca. Bon, ça me fait rigoler maintenant parce que d'une façon concrète, je suivais la plante à l'intérieur de mon corps. Et je lui disais d'ailleurs d'aller moins vite parce que j'arrivais pas à la suivre, et je voyais toutes les circonvolutions des mes intestins. Je trouvais ça très drôle.
Mais après coup, d'ailleurs, très souvent, quand je rentre d'un voyage là-bas, je me rends compte que tout ce que j'ai fait d'une façon hyper concentrée, parce que les voyages sous ayahuasca sont terriblement atroces et concentrés. Et après, je me rends compte que je déroule ce que j'ai fait en une nuit, ça peut se dérouler sur toute une année Voire plus. et voire plus, oui, bien sûr. Donc des prises de conscience, des réminiscences qui reviennent petit à petit. Absolument. Je me suis souvent comparée à l'héroïne d'une bande dessinée, d'ailleurs. Je marche comme ça, sans rien chercher, sans rien attendre, et puis suivant, pouf, une sorte de bulle, tiens, qui me pénètre et qui me montre un aspect de la vie, de ma vie. Et je trouve ça très agréable. Lorsque on parle du corps, tu avais des problèmes de santé, puisque tu mentionnes, bon, tu faisais du sport, et est-ce que tu avais des problèmes de santé particuliers à ce moment-là? Non, aucun. J'ai toujours été solide comme un roc, toujours un sens de l'équilibre incroyable. Ce qui m'a aidé d'ailleurs à être encore en un seul morceau, parce que combien de fois j'aurais dû normalement être cassée en deux ou en plus. Je me souviens d'une chute de cheval, d'ailleurs j'étais montée sur il s'appelait Sirocco, un cheval arabe. On m'avait dit de ne pas le monter, alors évidemment, avec l'orgueil qui me caractérisait, c'est celui-là que j'ai monté. Je suis rentrée sur une civière. J'avais plus de réflexe et le médecin a dit à mes parents que j'allais rester tétraplégique. Et par miracle, j'ai retrouvé toutes mes fonctions. Mais c'est pas la seule fois que ça m'est arrivé ça. Donc un corps vraiment oui, résistant. très résistant. Lorsque tu parles on va dire que ton armure psychique a été cassée en partant en Amérique du Sud, c'est déjà d'une part parce qu'il y avait une armure, hein, et puis d'autre part, c'est les remparts que tu t'étais construite. Ils étaient de quel ordre pour que celles qui nous écoutent, nous voient, puissent comprendre un petit peu dans quel schéma tu étais? Alors, je suis issue d'une famille très dysfonctionnelle et mes parents avaient fait la guerre, la dernière guerre, et donc ce qui explique beaucoup de choses. Et au lieu justement d'exprimer leurs émotions, c'est comme ça d'ailleurs que j'avais appris à surtout ne rien dire de moi. Et je pensais que c'était ça la force morale. Donc ils ont tout ravalé. Et en fait, notre famille s'est transformée quelque part en une sorte d'asile psychiatrique. Et c'était terrible. Et j'avais compris que ma sœur aînée en a fait les frais. Elle avait pris toute l'angoisse de la famille et on m'a dit après que c'est ce qui m'avait sauvée quelque part. Et j'en avais gardé l'idée, toujours inconsciemment, qu'il fallait que je me préserve. D'où cette épaisse cuirasse que j'avais créée et que je me préserve de la folie familiale surtout. Et c'est comme ça que j'en étais arrivée à devenir la reine du contrôle. Je voulais surtout pas me laisser prendre d'une façon quelconque. Et du coup, j'avais compris que c'était moi qui devais diriger ma vie pour qu'elle marche bien et que je ne pouvais faire confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Mais tu parlais de dépendance affective tout à l'heure. Oui, parce que quand on est tellement dans l'extrême, on attire justement ce qu'on veut pas. C'est ça le comble et l'ironie dans la vie, c'est que à force de rester dans ma tour d'ivoire, j'ai rencontré quelqu'un qui était construit exactement comme moi, et eh bien on a fait une belle fusion, et on a fait des petits qui étaient aussi dans la fusion. Donc tu avais eu des enfants? Oui, 2 enfants, ce qui était dans la logique des choses pour moi maintenant. Donc ça c'est positif? Oui, c'est très positif quand on arrive à s'en sortir. C'est très positif tout court d'ailleurs, effectivement, parce que je pense que la vie est très bien faite. Ceci dit, encore une fois, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'avais cette force de vie en moi en naissant. Qui m'a fait que je suis arrivée à me sortir de cet enfer, parce que c'en était un. Si je dis ça, c'est que j'avais 2 sœurs, une sœur aînée qui est décédée aujourd'hui et une jeune sœur.
Et des trois, je suis la seule à m'en être sortie, en fait. Quand tu parles enfin, peut-être pour éclaircir, hein, pour ceux et celles qui nous écoutent, encore une fois, on peut se dire, bon, bah, elle a trouvé l'amour, elle a eu des enfants, ok, elle est peut-être dépendante d'une manière affective, mais bon, au moins, voilà, il y a une sorte de vase clos qui est la famille, sur laquelle on peut se reposer, où tout va bien. Pourrait-on penser en quoi le fait d'être dépendante de manière affective peut être dur, difficile, pour qu'à un moment donné, justement, t'en puisses plus et décider de partir à l'autre bout du monde. Ben, c'est que quand on est dans cette situation, c'est qu'on n'a pas pu se construire des limites saines pendant notre enfance et que on est comme une éponge et que tout passe dans un sens comme dans l'autre. Et donc au niveau des sentiments, au niveau des émotions, même si moi je me sentais bien, si quelqu'un se sentait mal autour de moi, ça y est, je me sentais aussi mal que cette personne. Et quand il s'agit de famille classique, je dirais, ça va encore. Mais quand les personnes, ça a été mon cas, dans toute ma famille, il y avait beaucoup de gens dans la dépendance, eh bien, je captais tout ça. Et c'est devenu très très dur. Et c'est pourquoi le côté positif, c'est que j'ai compris ce que pouvait être la dépendance d'une façon globale à l'intérieur de ma propre famille. Et ça m'a aidé à... J'étais dans l'obligation de sortir de ce carcan qui a fini par se refermer sur moi. Au début, c'était effectivement, comme tu dis, une sorte de cocon. Mais encore une fois, le cocon peut se transformer en prison quand il n'y a plus d'air, plus d'oxygène qui passe. On parle de prison dorée souvent, mais dans le terme prison dorée, il y a prison. Et tôt ou tard, ça se retourne contre l'être qui est en train de mourir à l'intérieur. Lorsque tu mentionnes un petit peu ton parcours, on peut penser qu'une femme de ta culture, du milieu social, d'où tu pourrais venir, en tout cas ce que tu dégages, ça se ressent, pourrait se dire, bon, bah, elle a certainement dû aller voir un psy, quelqu'un, un thérapeute, enfin voilà, quand on a ce genre de problème, bon nombre de personnes vont voir des thérapeutes dits classiques qui peuvent marcher, donc... Oui, effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui reste les deux pieds dans le même sabot et quand je vois quelque chose qui ne va pas, enfin bon, je suis comme tout le monde, hein, effectivement, j'ai attendu le dernier moment pour aller voir là parce que c'était vraiment le dernier endroit où je voulais aller. Je voulais surtout pas être au contact de mes émotions parce que, encore une fois, inconsciemment, j'avais vu tout ce que ma famille avait véhiculé, des horreurs de la guerre, de toutes ces souffrances, et je voulais surtout pas. J'avais compris aussi qu'il n'y avait pas que ma vie qui était en moi, il y avait celle de mes parents, de mes grands-parents, et que c'était très lourd, et que oui, c'était ça la fuite en avant. Hein. Moi, il y a des gens, il s'agit de dépression en fait à la base. Hein. Alors, il y a des gens qui ne se rendent pas compte très souvent qu'ils sont dans la dépression parce qu'ils font des coups d'éclat, ils font beaucoup de choses, ils posent beaucoup d'actes. C'était plutôt mon style. De faire pour oublier, pour fuir. Voilà. Et dans ma famille, j'étais censée être celle qui était très forte. Et je l'ai cru longtemps. J'allais à l'autre bout du monde, je faisais de l'équitation, je montais sur des pur-sang, je faisais des trucs, moi-même je m'étais leurrée. Hein. À l'intérieur, il y avait énormément de souffrance, énormément de choses dures. Et c'est, j'allais dire, grâce aux épreuves qui se faisaient de plus en plus fortes que j'ai fini par mettre genoux à terre et par comprendre. Alors c'est beaucoup plus facile de voir quelqu'un, et c'était le cas de mes deux sœurs, elles allaient vers le fond. Il y en a une qui est morte d'un cancer du sein d'ailleurs, et puis l'autre qui est encore dans une autre forme de dépendance.
Et elles ne sont pas arrivées à se sortir de ce magma familial qui entraînait tout le monde vers le bas. Et donc moi j'ai bataillé et j'ai compris, non, ça s'est imposé à moi. À un moment donné, c'est ok. On a souvent des carrefours. Hein. Tu vas là, tu fais ce que tu n'as pas envie de faire, mais tu auras la vie, tu vas là, tu auras la mort. C'est ce que j'ai commencé à comprendre effectivement la première fois que je suis allée voir un psy, mais contrainte et forcée encore pour la bonne cause, parce que c'était pour avoir un 3e enfant. Donc j'avais un alibi phénoménal, ça ne marchait pas, c'était la faute de la vie, donc il fallait aller voir ce qui se passait là. C'était surtout pas pour... moi, je n'étais pas en cause. Hein. De toute façon, en plus, toutes les analyses étaient bonnes, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas chez le bon Dieu, mais pas chez moi. Et grâce à ça, le premier psy que j'ai vu m'a dit, mais vous pleurez des fois ? Ah non, et j'étais fière de dire ça. Non, moi jamais, je suis superwoman. Et elle m'a dit, vous savez, ça vous ferait du bien de pleurer, parce que... Et là, elle me dit, mais pourquoi vous ne le faites pas ? Je dis, si je verse sur une larme, il y a toutes les autres qui vont suivre. Voilà. Et après, je me suis dit, c'est fou ça. Mais j'ai commencé à voir la folie qui était en moi déjà. Hein. C'était un premier aspect et puis le reste a suivi. Et après, j'ai passé une 20aine d'années dans les groupes de parole à exprimer mes émotions. Et là, je me suis dit, bon, cool, ça y est, maintenant c'est bon. Je parlais toujours au bon Dieu parce que je parlais souvent, encore maintenant, mais à cette époque-là déjà, et j'ai dit, bon, c'est bon, tu me lâches. Maintenant, je vais avoir des bonnes choses dans la vie. Eh ben non. Alors, au regard de ce que tu nous dis, je peux beaucoup plus à même comprendre la grosse claque, au regard de toutes les illusions que tu es en train de nous mentionner, que ça a pu être que déjà de communiquer avec une plante, de pouvoir voir qu'il y avait un monde derrière le monde, de voir nos jeux d'ego, nos jeux de dupes. Alors, comment tu as abordé ça ? Comment tu as, je sais pas, alors peut-être que tu peux expliquer, parce que puisque tu emmènes des groupes là-bas, il y a l'ayahuasca, c'est une option, mais il n'y a pas que celle-là. Quand on parle du chamanisme péruvien, il y a tout un parterre de pratiques, de techniques qui existent, notamment avec certaines plantes. On parle de diète, et que ces dernières sont spécifiques en fonction de la problématique pour la réharmoniser. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Parce que tu nous parles juste de l'ayahuasca comme ça, et connaissant aussi un petit peu ton parcours, je sais que passer une semaine en pleine forêt, dans une petite cabane, seul, en faisant une diète d'une plante, en mangeant peut-être une fois par jour et encore, voilà, c'est quelque chose que tu as fait aussi régulièrement. Donc voilà, décris-nous un petit peu ces différentes expériences, comment tu les abordais et les prises de conscience subséquentes à ces dernières. À mon tout premier voyage, on m'a demandé effectivement de rester toute seule au milieu du séjour, toute seule dans une tente au fond de la forêt. Combien de temps ? Une semaine. Et moi, ça me paraissait le bout du monde. Et il y en a qui étaient plus mal lotis que moi parce que comme il n'y avait pas assez de tentes, ils devaient rester tout simplement dans un hamac entre deux pieux et séparés de la terre uniquement comme ça. Mais moi, j'étais terrorisée. Tu t'es pas dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Si. Je me suis souvenue, d'ailleurs, j'avais montré la carte d'Amérique du Sud à mes enfants avant de partir. J'avais montré un petit point. J'avais dit, écoutez, voilà, parce que j'avais le plan de ce qui allait se passer. Vous penserez très très fort à votre mère ce jour-là, parce qu'elle va se retrouver toute seule au fond de la forêt, et seule de chez seule. Mais j'étais terrorisée, vraiment terrorisée.
Et ben, de toute façon, enfin, comme je te disais tout à l'heure, moi, une fois que je me suis jetée à l'eau, je sais qu'il faut nager, il n'y a pas d'autre chose à faire. Du coup, j'avais accepté, j'avais choisi, pas franchement, j'ai l'impression qu'il y a des instances supérieures qui ont choisi pour moi, mais enfin, j'étais là, il fallait faire avec. Et déjà, ça a commencé par le fait que j'étais vraiment terrorisée aussi par les insectes et les bêtes. Il faut le savoir, parce que là-bas, c'est quand même un endroit où il y en a beaucoup. Et ma première terreur, ça a été une sorte de bruit qui ressemblait au bruit d'un moteur juste derrière ma tente et qui s'est avéré être un colibri et qui est venu devant et regarder quel était cet animal bizarre qui était dans une cage en fait. Le monde était inversé et voilà. Et puis donc il y avait cette peur par rapport au milieu ambiant, il y avait surtout la peur d'être face à moi-même. Et parce que c'est long, hein, sans rien du tout, parce que là on nous avait demandé aussi de ne pas apporter de livres. Alors j'avais juste ma voix, je chantais histoire de me rassurer un peu. Le chaman m'avait donné une plante à diéter, comme on dit effectivement. Il t'avait posé des questions sur pourquoi tu étais venue, ce que tu souhaitais, quels étaient tes problèmes, ouais. Oui, tout à fait. Effectivement, avant, et c'est ce que je demande moi aussi aux gens qui viennent, qui souhaitent venir avec moi, c'est déjà ne pas avoir de maladie psychiatrique, ne pas être dépendante d'un produit quelconque, ne pas boire d'alcool, ne pas prendre de médicaments, il faut pas mal de choses. Et puis expliquer aussi effectivement pourquoi est-ce qu'on a envie de faire cette démarche. Tout avait été clair avec le chaman. Pardon. Et le chaman donc m'a expliqué ce que la plante allait faire en moi pendant cette semaine. Du coup, j'avais écrit parce qu'il m'avait dit, tu sais, d'ici quelques heures, tu vas entrer dans tu vas t'endormir et tu vas faire beaucoup de rêves et tu vas avoir ceci, cela et le fait d'écrire, ça me sécurisait quoi, jusqu'au moment où j'ai vu qu'effectivement je pouvais plus et je suis rentrée je suis rentrée avec la plante en fait, dans cette intimité. Et quand on dit diéter la plante, c'est vraiment être pénétré par l'esprit de la plante et par tout le travail qu'elle va faire en soi. Donc chaque personne reste effectivement pendant une semaine avec une plante que le chaman a choisie pour soi. Alors il y a des plantes, moi, qui m'ont ouvert le cœur. Une plante notamment dont je me souviendrai toujours, qui s'appelle Ushpawasha. Cela, j'ai subi beaucoup de choses, mais cette fois-ci c'était tellement dur. C'est la seule fois où j'ai dit au chaman, écoute, je reprends le premier avion demain matin. Bon, là encore, je regrette pas maintenant que c'est fait. Qu'est-ce qu'elle te montrait, cette plante ? Tu parles d'ouverture de cœur. Hein. Oui. Elle a agi, hein, elle était très, très efficace, mais sa façon d'agir était vraiment terrible. Hein. Le chaman m'avait expliqué tout ce qui allait se passer, à savoir des sortes d'aiguilles qui allaient me piquer partout, qui allaient me faire mal, et ensuite une sorte d'oppression. J'avais l'impression d'être dans un carcan, dans un poumon d'acier, et puis, pendant toute la nuit, j'ai pas pu me coucher, par exemple, parce que chaque fois que j'étais en position horizontale, j'avais envie de vomir. Et j'avais très, très soif, alors ça tombait mal. Chaque fois que je buvais, je rejetais l'eau. Bon, je suis assez grande et je pouvais pas me mettre complètement debout sous la tente. J'étais pliée en deux. Je faisais les 100 pas pendant toute la nuit et je voyais dehors, le spectacle était merveilleux, mais j'avais tellement peur des bêtes et des insectes, je pouvais pas sortir. J'avais trop peur. Du coup, je suis restée et j'ai beaucoup souffert, vraiment.
Mais voilà, c'est en ça que je voudrais dire aussi que quand on me dit avant ça m'énervait, maintenant je laisse passer, que ce sont des drogues, c'est loin d'être des drogues tout ça. C'est une action complètement opposée à celle d'une personne qui cherche à se droguer, parce que comme c'est pas, pas pour le trip. Non, pas du tout. On sait ce qu'on fait quand on va là-bas, on va au-devant de soi-même et c'est dur. C'est très dur. Souvent, les chamans disent, vous, les Occidentaux, vous voudriez le bonheur clac, en claquant des doigts. Dans la société de consommation dans laquelle on est, du jetable, oui. Ce que j'ai acquis, ce que j'ai, personne ne pourra me l'enlever, jamais. C'est cette joie de vivre, c'est cette sérénité, cette force, mais ça ne m'a pas été donné comme ça. C'est vraiment au fil du temps et pas uniquement non plus en un seul voyage. Moi, j'ai voulu aussi penser, comme pas mal de gens, que moi, je me représentais un peu comme Cendrillon avec une citrouille et que le magicien, en l'occurrence le chaman, avec la baguette magique, l'ayahuasca, allait donner un coup sur la citrouille qui allait se transformer en carrosse. Et non, c'est ça effectivement sur le coup, c'est vrai, hein, il y a ce côté un peu fantasmagorique qui est assez extraordinaire, ce côté de rêve, enfin ça peut être agréable, hein, ça l'est pas toujours, mais néanmoins les plantes, surtout comme chez nous on cumule, parce que ce dont j'ai parlé, ce que j'ai parlé de mon histoire tout à l'heure, je reçois beaucoup de gens dans mon cabinet et je vois que je suis loin d'être la seule à agir de cette façon-là, hein. Ne pas vouloir voir, fuir en rajoutant des couches et des couches et des couches. Mais c'est sûr qu'après, la guérison, ça ne se fait pas, encore une fois, en claquant des doigts. Il faut commencer par une couche. Alors, la différence avec ce qu'on peut faire au fond de la forêt amazonienne, c'est qu'un séjour là-bas, de 3 semaines, ce que je fais en général, c'est 25 ans de problèmes en moins, d'un coup. Donc voilà, on m'a dit, mais tu dois être maso quand même, parce que ce que tu nous relates, c'est quand même dur à vivre. Alors, pour le refaire, j'y vais 1 fois par an depuis 20 ans presque. Il faut vraiment être maso pour ça. Ah, non, pas du tout. Au contraire, je suis très, très intéressée, moi, par l'efficacité, je dirais. J'ai enfin trouvé ce que j'ai cherché pendant des années dans ma vie, quelque chose qui avait cette efficacité, qui pouvait me permettre d'être heureuse rapidement par rapport à toutes les années que j'avais l'impression d'avoir perdu à me taper la tête contre les murs et d'être toujours avec cette tristesse fondamentale de ma famille que je traînais derrière moi. Enfin, je trouve un endroit au monde qui me donne ça, j'y vais. Quel que soit le prix à payer. Et c'est vrai il peut être lourd. Parmi les personnes qui sont venues avec toi, que ce soit cette fameuse année ou celles qui ont suivi, j'entends pas les personnes qui sont venues en accompagnement avec toi. J'entends les personnes qui, comme toi, souhaitaient pouvoir ouvrir certains voiles de conscience. Et de certaines personnes donc qui, comme toi, étaient dans ce chemin et que de par leur histoire, tu as trouvé un changement incroyable, notamment parce qu'ils étaient venus avec des casseroles, voire, je ne sais pas, des problèmes de santé peut-être. Et d'avoir vu le résultat, t'as complètement bluffé. Oui, il n'y en a pas beaucoup, hein, pour être honnête. Parce que pour que ça marche vraiment, il faut oser se jeter à l'eau, justement. Et j'avais emmené une année quelqu'un qui avait de gros problèmes, qui pourtant m'avait montré qu'elle, puisque c'est une femme, avait envie de s'en sortir. Et je faisais, avec tout le mal qu'elle se donne, il n'y a plus qu'une chose à faire pour elle. Donc je l'ai emmenée en Amazonie, mais même ça n'a pas marché. Je lui ai dit, comment ça se fait ? Pourquoi ? Parce que quand on a très peur, cette femme n'était pas prête à tout lâcher. Parce qu'en fait... Ok, les plantes sont magiques, ok, l'ayahuasca a ce côté magique, mais c'est une plante, c'est presque un être humain, c'est une entité qui a une intelligence phénoménale et qui ressent tellement les choses. Quand elle sent que la personne n'est pas prête, j'allais dire elle la respecte, c'est une forme de respect, elle ne va pas plus loin.
Et la personne retourne dans son pays d'origine avec qui elle était. Donc il y a le concours des deux en fait. Hein. Ok, les plantes sont inouïes, mais si en face elles ont des êtres humains qui n'ont pas envie de lâcher leurs vieux trucs, leur vieille histoire, et rien ne se passe. Donc pour répondre à ta première question, oui, j'ai des cas qui sont peu nombreux, mais notamment un ami qui ne me lâche plus maintenant. Je pense que si on regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. Il avait un cancer, une leucémie, donc c'est pas le moindre des cancers, et il a compris aussi qu'il fallait faire quelque chose parce que la mort était pas loin, d'une façon très concrète. Et là, il avait déjà commencé un travail analogue d'ailleurs au mien pendant pas mal d'années. Et c'est ce qui me fait dire que à tous les gens aussi qui pensent qu'on a tout ce qu'il faut ici, quand les problèmes sont enracinés depuis longtemps, depuis plusieurs générations, et qu'il y a des arbres de vie qui sont beaucoup plus durs hein, que d'autres, eh bien, il faut employer les grands moyens. Et c'était le cas de cet ami. Et oui, lui, il n'attend qu'une chose dès qu'on a terminé un voyage en Amazonie, c'est d'aller au prochain, de faire le prochain. Et donc, qu'est-ce qu'il est advenu de son cancer, cette leucémie ? Il s'est guéri en un an. Et je lui avais parlé d'une expérience analogue que j'avais eue quelques années auparavant, un cancer du sein. Quelle année, tu te rappelles ? Non, je suis fâchée avec les... Est-ce que c'était avant que tu découvres... Ah oui, oui. Avant les années 2000, donc ? Non, c'était entre les deux. C'était après les années 2000. D'accord, donc tu avais commencé ce travail-là alors ? Oui, j'avais commencé, et heureusement. J'en ai voulu au bon Dieu d'ailleurs. Je dis, je comprends pas avec tout ce que j'ai fait, je devrais plus rien avoir. C'est ça qui m'a fait comprendre aussi. Et je suis très contente de passer par tout ce par quoi je suis passée pour pouvoir expliquer aussi aux gens qui posent des questions. Effectivement, j'avais déjà commencé le chamanisme, donc j'aurais dû être exempte de ce genre d'épreuves. Mais j'avais commencé seulement, je sais pas, peut-être 2 ou 3 ans avant. Donc il n'y avait que certaines couches qui étaient parties. Hein. Mais le chamanisme m'avait appris que justement à ne plus fuir, que cette force que je cherchais auparavant à l'extérieur, elle était en moi. Ceci dit, pour être très honnête, quand on m'a fait le diagnostic, à 3 reprises, j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien et à 3 reprises, j'ai dit non. Et après, c'était fini. C'est une chose quand on apprend cet événement chez un proche. Bon, on est très triste pour lui, mais c'en est une autre quand on a l'épée de Damoclès en soi. Donc, mes crises de panique, je me les excuse parce que personne n'est... C'est sûr, confronté n'est à ça. Prêt à être confronté à ça. Mais très rapidement, j'ai compris que plus je m'en remettais à l'extérieur de moi, plus je perdais cette énergie dont j'avais terriblement besoin. Et en moi, il y a cette forme de sagesse. Je ne peux pas tellement la définir, ce savoir aussi, qui m'a donné le processus en fait pour m'en sortir. Et en l'espace d'1 an, ça y était. Aux grandes dames de mon entourage d'ailleurs, parce que je ne faisais pas comme ce que suggère la médecine classique. Et ce qui m'a été donné comme marche à suivre, c'était comme le cancer, c'est un amas de cellules et que il y a quelque chose qui se pratique de cet ordre-là, d'ailleurs déjà dans certaines cliniques en Suisse. On met les gens au jeûne
pour que le corps, dans son extrême sagesse, commence, pour ne pas mourir d'inanition, commence par manger ce qu'il y a en trop à l'intérieur de lui-même. Et voilà, donc à moins de rentrer dans une clinique en Suisse, encore faut-il en avoir les moyens physiques et au niveau du temps, ce qui n'était pas mon cas. J'ai opté pour continuer à écouter ma voix intérieure qui me disait que si je me nourrissais d'un produit qui sort de moi, en l'occurrence l'urine, et je fais référence à Maroli, l'urinothérapie que certains connaissent, eh bien, je serais quand même nourrie, je n'aurais donc aucune carence, et mon corps continuerait à bouffer la tumeur. C'est ce que j'ai fait. Et en l'espace d'un an, c'était terminé. Donc tu es en train de nous dire que, enfin c'est pas énorme, que tu n'as pas mangé durant un an, si ce n'est ton urine. Non, c'est ce que j'aurais aimé faire, mais non, je faisais un petit peu comme la brasse coulée. Je faisais, oui, par phase, effectivement. Je restais sans rien manger pendant un temps. Par contre, j'ingérais toute mon urine, c'était mon seul aliment liquide. Ensuite, je reprenais de la nourriture, le plus saine possible, et ensuite je repartais. Et donc, cet ami dont j'ai parlé, un jour m'a annoncé qu'il sortait de chez le médecin. On lui avait diagnostiqué une leucémie et que le médecin le voyait déjà comme mort. Et il lui avait dit combien de temps il lui restait ou... Non, mais il m'a dit, tu sais, dans son regard, je me voyais déjà au cimetière. Et la leucémie, ça peut aller très vite. Et je lui ai proposé de me faire confiance. Bon, j'avais déjà gagné sa confiance depuis longtemps, mais là, c'était encore une autre étape. Et la même chose, en quelques mois, il s'en est sorti. Et depuis, on ne peut plus le tenir. Il a, déjà, il a fait ce travail avec moi et il continue à le faire en Amazonie. Il s'est acheté une maison au sommet du Cantal. Il a sauté d'un avion avec un parachute, quand même. Il n'est pas devenu extraterrestre pour autant. Et voilà. Qu'est-ce que tu as expérimenté par la suite? Parce que tu y vas tous les ans maintenant depuis quasiment donc le début des années 2000. Donc on peut entendre aussi le travail que tu as effectué sur toi, l'apprentissage de cet univers végétal. Et ça doit être quand même quelque chose de prendre conscience que finalement toutes les plantes ont une conscience, qu'elles peuvent communiquer avec nous et qu'en faisant une diète d'une plante particulière, c'est comme si on crée une connexion, ça me fait penser au film Avatar, on crée une connexion avec cette plante-là, et un dialogue commence à se nouer, elle fait le travail en nous, on peut communiquer avec elle, à travers les rêves, les songes. Enfin, prendre conscience de ça, pour toi, ça devait être complètement surréaliste. Ah oui, c'est terriblement déstabilisant. Hein. Déjà, la première année, quand je suis rentrée, j'avais pas de glace là-bas, mais la première chose que j'ai faite, c'était de me regarder dans une glace et j'ai réalisé que l'enveloppe était toujours la même, mais à l'intérieur, j'avais une femme que je ne connaissais pas. Alors, elle posait tous ses actes étaient positifs, c'était très bien, mais c'était quand même fichtrement déroutant, hein, effectivement. Et je pensais naïvement que ça allait me rapprocher des gens que j'avais autour de moi. Ça a été le contraire. Et en plus, on m'avait prévenu, on m'avait dit surtout, Joël, ne parle pas de tout ce que tu as vécu. Et les Indiens, ils préconisent d'attendre 10 ans ou 20 ans avant de parler de tout ça. Mais moi, j'avais un tel enthousiasme, je ne pouvais pas, ça m'avait sauvé la vie, j'étais heureuse et j'en parlais. Ah bah, je voyais le retour, j'étais comme un zombie ou E.T. Et ça, c'était très désagréable aussi. Je me dis, waouh, bon, bah alors maintenant, qu'est-ce que je fais de moi Et il m'a fallu du temps, effectivement, pour... et la sagesse de ce qu'on m'avait dit, laisser décanter les choses,
mettre de côté le côté effectivement magique qui existe, hein, les visions, tout ça, qui sont absolument extraordinaires, que je verrai jamais autrement, et le côté concret de la vie de tous les jours, parce que un jour mon fils m'avait dit, mais pourquoi tu restes pas à vivre au Pérou? Non, moi j'ai vraiment entendu que j'avais une mission, c'était et puis à quoi bon faire quelque chose pour soi si on est seul à en profiter. Moi toujours, hein, d'ailleurs, c'est certainement les restes de mon côté de sauveur, comme tu disais tout à l'heure. J'ai toujours eu ce besoin de transmettre, d'accompagner, d'être avec les gens que j'aime. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, parce que les gens me faisaient peur. Et maintenant, j'ai véritablement de l'amour pour eux, d'autant que je comprends tellement ce qu'ils peuvent être en train de vivre, vu que j'ai... Pendant un moment, d'ailleurs, je me disais, mais le bon Dieu, il va me faire vivre tous les trucs les plus atroces qui soient pour que je puisse comprendre. Stop, j'ai compris. Tu as eu aussi forcément été amené à nouer des relations particulières avec ces chamans donc, qui t'ont initié. Tu as été aussi au Mexique. Qu'est-ce qui a été peut-être frappant dans la distinction entre des chamans du Pérou, des chamans du Mexique, parce que là, on ne vit pas sous le même climat quelque part. L'approche, la culture est différente. Et du Ladakh. Là, et Ladakh, c'est encore autre chose. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces expériences au Mexique, au Ladakh, et de ces contacts avec ces chamans? Qu'est-ce qu'ils t'ont permis de rajouter, je dirais, sur ta vision globale de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains? Je suis très contente, effectivement, d'avoir connu, et celui que je vais voir au mois de mars va être encore quelqu'un de différent, d'en avoir connu plusieurs, parce que la première fois, on a envie, c'est un peu comme mon bon Dieu quand j'étais petite, c'est sécurisant d'avoir juste une piste, d'avoir une personne, et puis voilà, Dieu est comme ça, un chaman est comme ça. Ben non. Ce sont des êtres à part, effectivement. Hein. On peut absolument pas imaginer la force prodigieuse qu'il peut y avoir chez un chaman, et qui est sous l'effet notamment de l'ayahuasca. C'est démentiel. Mais ça reste aussi des êtres humains qui ont jusqu'à la fin, un chaman continuera à prendre de l'ayahuasca jusqu'à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, c'est la prière que j'ai faite au bon Dieu, de continuer avec l'ami dont je parle. On s'est promis d'y aller jusqu'à 100 ans là-bas, en Amazonie, pour continuer à prendre l'ayahuasca, même si c'est pas très agréable. Et les chamans en font autant, hein, parce que... alors, certaines personnes m'ont dit aussi, mais avec tout ce que tu as fait, tu ne devrais plus avoir de problème maintenant. Oui, bien sûr, j'ai retiré beaucoup de choses. Néanmoins, je ne suis pas Dieu, je suis un être humain. Et comme je disais tout à l'heure, il y a tout ce que j'ai pu récupérer dans ma propre vie, mais il y a aussi tout ce que mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents m'ont refilé. Parce que l'héritage, ce n'est pas uniquement des espèces sonnantes et trébuchantes. Hein. L'héritage, on le reçoit dès notre naissance. On ne le sait pas, bien évidemment. Hein. Mais voilà, donc... je suis très très heureuse d'avoir eu ce premier chaman. Je suis persuadée que si ça n'avait pas été lui, j'aurais jamais accroché au chamanisme. Et je sais pourquoi, parce que j'avais encore, enfin en partie, des restes de codépendance, et il y a une sorte de magnétisme qui s'est passé entre nous, et je pense que ça m'a aidé à dépasser toutes les terreurs que je pouvais avoir. Malheureusement, j'étais obligée de passer à quelqu'un d'autre. Je dis malheureusement parce que j'avais très peur. Je me suis dit, comment est-ce que je vais trouver quelqu'un ? Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Il faut faire effectivement très attention. Parce que le tourisme spirituel, comme on dit, il y a de tout et de rien. Il y en a beaucoup en ce moment en Amazonie, des gens qui viennent de partout dans le monde. Et là-bas, ce sont des gens qui sont très pauvres. Il y en a beaucoup qui s'intitulent chamans. Et comme on disait tout à l'heure, il faut faire très attention. Il y a des conditions. Tout le monde ne peut pas faire ce dont on parle. Hein. Il faut
déjà, même si on a des problèmes, avoir certaines bases et en tous les cas, ne pas être dépendant de certaines choses. Et être chaman, tout le monde ne se déclare pas chaman qui veut. Hein. Il y a aussi des caractéristiques bien spécifiques. Ça se passe de père en fils très souvent. Et voilà. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir une femme chamane, ce qui est assez rare, hein, parce que là-bas, il y a aussi beaucoup de machisme. Uniquement pour ça, parce que les femmes sont tout à fait capables d'avoir le même pouvoir que les hommes. Mais voilà. Et j'ai vu que chacun, notamment d'ailleurs cette femme chamane, m'a beaucoup déroutée parce que une composante de tous les voyages que j'ai faits avec l'ayahuasca, c'était le serpent. Quand on prend en général de l'ayahuasca, on a beaucoup de visions de serpents à l'intérieur de soi qui ont l'air plus vrais que nature. Tu comprends à quoi ça fait illusion? À l'énergie, oui. À l'énergie. J'ai une bague d'ailleurs qui représente cette énergie. L'énergie qui circule en nous. Donc, excuse-moi, je fais un pont puisque tu parles d'énergie du serpent. Est-ce que c'est aussi pour toi aujourd'hui clair que quand on parle du serpent au Pérou, qui est omniprésent dans la culture, ou qu'on parle du serpent en Inde avec les chakras, la Kundalini, pour toi c'est ça dont on parle? Oui. Ça fait référence aussi à l'ADN. Hein. Oui, au caducée qu'on peut voir. Jérémy Narby, un anthropologue assez connu, a écrit un livre à ce sujet qui est Le serpent cosmique. Et c'est ça, hein, c'est toujours... le caducée vient de là aussi, hein, d'ailleurs, hein, des médecins. Il y a toujours cette représentation du serpent, effectivement. Et donc, lors de toutes les séances que j'ai eues, je suis allée plusieurs fois chez cette femme chamane, pas de serpent. Je lui ai dit, tiens, c'est bizarre. Et je lui ai dit, mais Ottilia, comment ça se fait? Et elle m'a dit, écoute, elle, sa référence, c'était la Vierge. C'était... Bon, j'ai toujours pas vraiment compris comment ça se faisait, parce que, bon, elle, et c'est là où aussi on voit l'osmose qu'il peut y avoir entre le chaman et le sujet, c'est que, ok, elle aime pas les serpents, mais c'était pas une raison pour que moi j'en ai pas. Si. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il y a du mystère tout le temps, partout là-bas. Alors le Mexique, pourquoi? Le Mexique, pourquoi? Parce que ça s'est trouvé sur ma route. Moi, ça fait depuis des années que j'ai plus aucun plan de carrière, ni de rien du tout. Une page blanche, j'ai apposé ma signature en bas de cette page et quand la vie m'envoie quelque chose, je dis oui. Enfin, pour ce qui me paraît bon pour moi. Hein. Qu'est-ce que t'a permis d'entrouvrir de toi le Mexique? Je te poserai la même question pour le Ladakh, le Tibet. Parce que les pratiques, l'approche est différente. Quand on parle du Mexique, c'est toujours pour moi. Quand on parle du Ladakh ou de l'Inde, c'est. Non, c'est toujours pour moi, c'est toujours la même chose. On va dans des lieux de pouvoir, c'est-à-dire des lieux qui sont reconnus avec une énergie très puissante, très forte. C'est pas un hasard. Hein. J'ai notamment marché. Je me demande si le Mexique c'était pas encore pire que l'Amazonie d'ailleurs. Ah, franchement, j'ai vécu 15 jours terribles. Le chaman nous avait fait monter dans une montagne sacrée. J'ai cru que j'allais rendre l'âme. 4 heures du matin, on était toujours en train de crapahuter. Et les gens pleuraient, les gens... En fait, on n'a pas pris beaucoup de plantes. Et c'est là où on voit que, effectivement, les Occidentaux relient obligatoirement le chamanisme aux plantes. C'est pas forcément le cas. Là, il a vraiment voulu nous faire lâcher tous les schémas qu'on pouvait avoir en tête, au niveau des horaires, au niveau des... Et il nous a fait faire des efforts physiques phénoménaux pour nous casser, en fait. Et redescendre dans le corps. Ouais, et ça a été... heureusement que j'ai pas su. Là aussi, ce qui m'attendait, parce que je sais pas si je l'aurais fait. Il y a eu ça, il y a eu...
Il y a eu dans une autre montagne une descente aussi, alors que la nuit était tombée. Il nous disait rien en plus. Il avait fait venir des chevaux. Heureusement, moi j'étais une bonne cavalière, mais les autres c'était pas franchement le cas. Et en plus, on n'avait aucune visibilité. Il fallait redescendre en pleine nuit avec un précipice à droite et sur le dos d'un cheval, avec une descente comme ça. Moi, j'avais opté pour fermer les yeux. Il voit encore mieux pas que et j'ai fait confiance, je m'en suis remis. Et puis une autre fois aussi, on a passé une nuit terrible là aussi dans un désert, le désert de Virikuta, au nord du Mexique. On était allé à la chasse au cerf bleu. Le cerf bleu, c'est le peyote. Ce sont des petits boutons de... Moi, j'avais connu ça seulement sous forme liquide. Et le chaman nous avait demandé d'en manger 3. C'est très désagréable. Ça râpe, c'est âcre. Et il m'en a rajouté une couche. Il m'en a redonné... moi, j'étais contente d'avoir terminé mon job. Et j'ai encore avalé une autre couche. Et la nuit... Mais bon, là, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient jamais eu aucune expérience avec aucune plante que ce soit. Moi, j'étais contente d'avoir quand même déjà connu l'ayahuasca, mais là, c'était chaud. Hein. Ah ouais. Enfin, quand je dis chaud, il faisait très froid, parce que la nuit, dans un désert, il fait très froid, et le feu qu'on avait fait au début s'est rapidement éteint. Mais tout ça, si tu veux, ça procède de la même chose, le travail sur soi, trouver justement ce Dieu au fond de soi, et ce lien constant quand on est dans ce genre d'endroit avec des chamans qui font appel à ce qu'on a au diamant qui est au fond de nous. Hein. Mais ce diamant, il faut aller le chercher. Et en général, on ne donne rien sans rien, encore une fois. Et tout a un prix. Pour ce qui est de l'Inde, parce que c'est... Ou le Ladakh. Le Ladakh. C'est particulier quand... Alors, il faut savoir que dans la tradition déjà tibétaine, elle vient du chamanisme mongol. Dans toute donc cette partie de l'Himalaya, donc même la religion bouddhiste tibétaine a cette touche issue du chamanisme mongol. Et cette approche qu'ils peuvent avoir avec la nature est omniprésente. Il faut dire que là où ils sont, dans les hauteurs, il y a ça. Et aujourd'hui, trouver un chaman issu de ces traditions, il y en a... Bon, j'allais dire, ils se montrent pas trop souvent. Difficile de les trouver dans le sens où il y a de plus en plus de tourisme spirituel, bien entendu, qui vont dans cette partie-là spécifique de l'Inde, Tibet, Népal. Toute cette région est très inspirante, j'allais dire, pour tous ceux et celles qui souhaitent faire une plus ample découverte de qui on est. Donc, tu as eu cette chance-là. Ouais. C'est rare, hein. C'est vraiment très rare. Oui, une chance inouïe. Ce que je te disais, moi, je recherche rien et ça m'est donné. Mais bon, il faut dire oui au bon moment aussi. Mm-hmm. Et effectivement, je suis partie avec un petit groupe, on était une dizaine, à 3500 mètres d'altitude. Alors déjà, là aussi, et le chamanisme, encore, je n'ai pas pris de plantes, mais la nuit surtout, c'était très, très prégnant. J'avais tellement de mal à respirer et j'étais obligée de me lever. J'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait une énergie tellement puissante qui partait de la terre que quand j'étais à l'horizontale, mon corps faisait obstacle et je n'étais bien que si je laissais cette énergie passer dans mon corps. Et donc on a eu la chance, 2 jours après notre arrivée, une chance inouïe d'être en contact avec le Dalai Lama. Et ça, c'était une expérience phénoménale parce qu'on n'avait pas dit en plus. Et un être lumineux. Et là, la première rencontre avec le chamanisme, un truc incroyable encore, c'est que le spectacle, notre guest house, c'était à 500 mètres du monastère où on recevait le Dalai Lama. Et toute la population était donc à l'extérieur. Il faisait très beau, c'était formidable. Et il y avait autant de spectacles devant nous avec le Dalai Lama qu'à côté de nous avec la ferveur des gens qui avaient mis tous leurs plus beaux atours et c'était grandiose. Et
C'était très très bien organisé, il y avait des gens qui passaient partout alors qu'on était vraiment très nombreux, en nous donnant une assiette de riz, du thé à boire, une générosité incroyable. Et donc on était tous là en train de regarder le Dalai Lama. C'est pas uniquement la télé qui rigole, hein. Tout le temps, et était pourtant avec des gens très sérieux. Et là, dans le calme le plus grand, on a senti qu'il y avait un mouvement à notre droite avec des cris, des hurlements, et c'était vraiment très très étrange. Et subitement, j'ai vu une femme qui gesticulait, une Tibétaine, et qui s'est mise à courir d'une façon très très rapide en direction du Dalai Lama. Et il y avait juste un militaire, et je me suis dit, il va bloquer le passage, parce que de toute évidence, elle était très violente, et ça allait mal se passer pour le Dalai Lama. Et en fait, le militaire l'a laissé passer. Mais ça s'est passé très, très rapidement, tout ça. Et à 5 mètres à peu près du Dalai Lama, plouf, elle est tombée. On me dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on m'a expliqué après coup que c'était la chamane. Et encore plus que c'était une chamane qu'on allait voir. Je me dis, waouh! Et en fait, elle était rentrée en transe. Alors, moi, j'ai cru comprendre qu'en fait, c'était deux forces qui s'attiraient. Mais le spectacle incroyable, c'est que le Dalai Lama n'a pas bronché, n'a pas bougé. Il est resté lui-même, calme. Et ça, pour moi, je reverrai toujours cette image-là, de la violence qui arrivait et de cet homme. Il fait ce qu'il dit, en fait. Et ça, c'était vraiment pas préparé. Hein. Il s'y attendait pas, personne ne s'y attendait. Et en fait, on m'a dit après coup qu'il a dû lui dire quelque chose ou lui lancer quelque chose, je ne sais pas très bien quoi. Enfin bref, le résultat était que... Voilà. Et donc, c'est cette femme qu'on a vue après coup. Je me suis dit, mince, alors, elle était d'une violence. Et on était dans une petite maison en terre, très très pauvre, très simple, tibétaine, enfermée avec une chamane. Et cette chamane dont je viens de parler s'est approchée. Elle nous a poussés tous d'ailleurs. Parce que elle avait besoin de je sais pas de quoi d'ailleurs, de se guérir certainement de quelque chose. Elle nous a envoyé violemment du riz dessus et on avait très peur. Et donc elle a fini par se calmer et une seconde fois on est passé avec elle et là c'était encore pire. Et on était terrorisés et on nous a dit après coup qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait assisté à un exorcisme. Mais l'exorcisme, c'était beaucoup de violence aussi. Une pauvre jeune fille qui s'est faite massacrer. Et j'ai vu le moment où elle allait recevoir un coup de sabre. Et une femme a gardé la main posée, donc la chamane n'est pas allée plus loin. Et après coup, quand j'en ai parlé avec notre guide, il nous a dit que c'était assez courant chez des super chamans notamment, on les appelle les oracles. Et il y a souvent l'épreuve du sang. Alors c'est soit des coups de sabre qui se donnent, soit des bouts de langue qui sautent et ils regardent ensuite les traces de sang sur des miroirs pour voir ce qui en tiré. Et si bon, mon tour du monde du chamanisme, il va continuer, mais il ne va pas s'arrêter là. Alors parlons un petit peu, Joël, de ce que tu proposes, puisque tu reçois en consultation des personnes afin justement de les réharmoniser, de les rééquilibrer dans ces fameuses énergies. Seulement on est loin du Pérou, loin du Mexique ou d'autres pays orientaux. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes un peu plus dans le détail? Alors, comme je disais tout à l'heure, même si ça paraît bizarre ou difficile à accepter pour un esprit oriental, l'ayahuasca, elle est en moi. Son ADN s'est mêlé à mon ADN et j'ai sa puissance en moi. Et
et quand on fait un travail avec l'énergie, on monte en vibration. Hein. Et donc, ces vibrations, que je peux transmettre aux personnes par le biais de la parole et par le biais du corps, du toucher. Et donc, c'est comme ça que je procède dans mon cabinet, puisqu'il est hors de question, bien entendu, de travailler avec les plantes qui sont interdites en France. Je mélange le toucher à la parole. Donc je commence à recevoir les personnes et à faire une sorte de bilan, en fait, hein, leur demander de parler d'eux-mêmes, de parler de leur vie. Et en fonction de ce que j'entends, je leur suggère, je leur fais des suggestions qu'ils suivent ou qu'ils ne suivent pas en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et ensuite, tout ce que le verbe, tout ce que la parole n'a pas pu résoudre, c'est le toucher par le biais du massage qui prend la suite. Voilà de quelle façon je procède. Alors, est-ce que tu as, j'allais dire, des problématiques pour lesquelles on vient te voir qui sont pour toi assez simples ou peut-être des problématiques qui sont assez redondantes pour lesquelles généralement on vient te voir parce que le bouche-oreille fait que tiens, j'ai vu quelqu'un de vraiment super pour telle problématique, donc forcément, ah tiens, j'ai la même problématique, donc on vient de voir. Donc bref, le bouche-oreille fait qu'on peut penser que tu aurais tendance à avoir peut-être un certain nombre de personnes qui viennent te voir pour une chose bien spécifique. Si oui, laquelle? Et j'imagine qu'il y a toutes sortes de différents problèmes pour lesquels on vient te voir. Donc ça va de quoi à quoi finalement? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Et ce pour qu'on vient te voir d'une manière générale, qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui est un peu plus difficile? J'ai envie de dire effectivement que l'éventail est assez large. Et c'est assez logique. Hein. En Amazonie, un chaman ne lui viendrait jamais à l'idée de soigner uniquement le corps quand quelqu'un vient pour un bobo à tel ou tel endroit, parce que le chaman sait que si le corps va mal, c'est que l'âme va mal, que tout est lié et ça va de la maladie la plus bénigne à la plus importante. Hein. Il n'y a pas de limite. Il y a un problème qui est assez, qui récurrent. Revient, oui, assez souvent, c'est le problème de la dépendance. Là aussi, on n'en est pas conscient dans notre pays, mais je dirais que 99% de la population est dépendante. Alors, ce qu'on voit, ce qu'on connaît en général, c'est les dépendances les plus évidentes, hein, à l'alcool, à la cocaïne, l'héroïne, oui, c'est facile. Et ça, on les a dénombrés depuis une 50aine d'années déjà. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtils et qui font peut-être plus de mal parce que justement, on ne les connaît pas encore. Et je pense la dépendance aux médicaments, tout simplement. Et puis la dépendance affective et sexuelle. Et alors je suis parallèlement à tout ce que je viens d'énoncer aussi counselor, c'est-à-dire thérapeute je travaille dans des cliniques en 12 étapes et je suis aussi le programme des 12 étapes, hein, qui a été fait dans un tout premier temps uniquement pour les alcooliques. Les alcooliques anonymes, oui. Les alcooliques anonymes et qui s'est décliné pour toutes sortes de dépendances. Tout à fait, ouais. C'est marrant que tu abordes ça parce que il y a Wayne Lee Corman qui est un auteur éveillé qui fait des satsangs un peu partout dans le monde et qui lui a suivi le protocole des alcooliques anonymes et qui s'en sert comme moyen justement pour reprendre conscience de qui on est et pour se connecter davantage au soi. Donc c'est intéressant que tu mentionnes. Et effectivement, il paraît que c'est assez incroyable ces 12 étapes.
Oui, comme tu dis, c'est incroyable. C'est un programme spirituel, hein, éminemment spirituel, en 12 étapes. Et il y a à la fois la méthode, entre guillemets, et cette notion de puissance supérieure qui nous est supérieure et qui englobe justement le monde, la nature, cette solidarité entre les hommes, cette force qui nous dépasse dans la mesure où on fait confiance à cette force qui nous aide à nous unir les uns les autres au lieu de nous isoler. Et donc, je fais ce travail en parallèle. Moi-même, je suis issue d'un programme en 12 étapes. Et pour moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie dans un premier temps, en tous les cas. Et donc, je suis très très consciente d'une façon subtile, hein, et très souvent les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème de dépendance familiale à l'alcool, notamment des adultes, beaucoup d'adultes qui sont enfants adultes d'alcooliques, et qui, alors là, ça marche ou ça marche pas quand je leur dis ce que je vois, justement, parce que ils ont tellement peur, comme je disais tout à l'heure, d'aller voir ces souffrances qu'ils ont tellement enfouies au fond d'eux. Ils ont peur que, en les faisant ressortir, ils souffrent de nouveau. C'est un passage obligé, je dirais, mais qui est bien moindre que s'ils le faisaient tout seuls. Parce que là, je leur dis, ok, ça vous fait peur, mais vous n'êtes plus tout seul, vous allez être accompagné par moi et par ces groupes de soutien. Alors, il y en a qui sont très heureux parce qu'ils peuvent enfin mettre le doigt sur leur souffrance, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Voilà, j'ai un foyer uni, j'ai très bien réussi au niveau professionnel, tout va très bien et pourtant je suis tellement triste, pourtant je suis toujours en dépression. Et ils n'arrivent pas du tout, malgré... Alors là, je me dis, c'est faramineux, des années de psychanalyse, de stage de ceci, de stage de machin, et eux ne sont pas arrivés à faire le lien. Pourquoi ? Parce qu'il faut une certaine distance pour ça, et c'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ne connaissent absolument pas les problèmes de dépendance de l'intérieur et qui ne voient pas. Donc il y a des tas de gens qui continuent à rester avec leur souffrance, je dirais bêtement, d'une façon dommageable. Tu as mentionné le fait d'utiliser des plantes, toi aussi. Alors des plantes qui sont autorisées, que tu as appris à appréhender. Tu as suivi donc cette formation de ton expérience au fur et à mesure de contact avec ces chamans. Donc tu as cette sagesse, cette science de savoir comment amener une personne à pouvoir les utiliser pour justement se permettre de ne plus être dépendant. Tu as parlé beaucoup de dépendance physique. J'imagine aussi qu'il y a ces fameuses dépendances émotionnelles, affectives. Ça va ensemble, hein. Bien évidemment, c'est toujours pour compenser quelque chose. Tu parles aussi du toucher corporel. Alors le toucher corporel, en complément ou quand ça ne suffit pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce qui te guide dans le toucher corporel ? Ce qui me guide, c'est déjà ce que j'ai ressenti dans la première partie de cet échange avec la personne. C'est mon propre ressenti, c'est ce qu'elle m'a dit, ou aussi ce qu'elle ne m'a pas dit. Parce que ça, c'est presque aussi important. Et notamment, tout ce qui touche au corps, touche à la sexualité aussi. Et là, j'ai beaucoup appris depuis que je travaille ainsi sur les souffrances que certaines personnes pouvaient garder en elles. Et j'ai envie de dire, pas que les femmes. Dans mon esprit, il n'y avait que les femmes qui pouvaient subir
des difficultés au niveau sexuel, mais je me rends compte qu'il y a presque autant d'hommes qui sont marqués par ça. Et donc ce toucher corporel est assez magique, dans la mesure où il y a un lien qui s'est créé, un lien respectueux, un lien de confiance. Et quand une personne qui a connu ce genre de sévices commence à se laisser aller physiquement, je dirais, par le biais du toucher, là c'est magique, hein, ce qui peut se passer. C'est vraiment revenir sur ce qui semblait uniquement concret et matériel. Et c'est là où on voit vraiment le lien entre la vie intérieure, entre l'âme et le corps, et que l'un peut réparer l'autre et vice-versa. Et j'ai en souvenir un jeune homme qui avait très bien réussi au niveau professionnel. Il était ingénieur en informatique. Tout semblait extérieurement bien aller pour lui. Mais il avait de très grosses difficultés à se laisser aller au niveau de l'acte sexuel. Et il m'a parlé de son histoire. Il avait été violé, je pense, pendant des vacances par un animateur. Et c'était toujours en lui. Et donc on a travaillé ensemble pendant plusieurs séances. Et un jour, il est allé en parler à sa mère. Et il n'en avait jamais parlé auparavant. Et sa mère lui a dit qu'elle-même avait été violée à l'époque. Donc, en plus, bon, c'est très fréquemment, enfin, c'est souvent le cas. Hein. Mais pour lui, ça a été fabuleux déjà de pouvoir s'ouvrir à un autre être humain. Moi, en l'occurrence, il n'était plus enfermé dans cette prison. Il a pu en parler à sa mère aussi. Et je pense que ça a fait boule de neige dans le bon sens cette fois-ci. Ça a délivré une autre personne et voilà. Tu donc proposes toujours ces accompagnements donc à faire des voyages initiatiques à différents endroits du monde. Nous sommes en décembre 2016. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour le programme 2017 ? Qu'est-ce qui est prévu ? Reste-t-il encore des places ? Oui, il reste des places. Donc du 1er au 16 mars 2017, j'emmène un groupe en forêt amazonienne, toujours, sur la rivière Itaia, c'est un bras de l'Amazone. On arrive donc au nord du Pérou, à Iquitos. De là, on prend un 4x4 pendant 1 heure, et ensuite 2 heures de bateau, et on prend une pirogue, et on arrive donc au cœur de la jungle. Aventure. Oui. Et là, je dis qu'il reste encore des places parce que ce voyage en particulier est destiné aux âmes qui ne sont pas trop sensibles, parce que on va encore plus profondément dans la jungle. Donc c'est des gens a priori qui n'ont pas trop peur des bêtes. Il va y avoir prise d'ayahuasca aussi. Donc on va être logé pendant tout le séjour dans une tente. Et donc pendant 5 jours, au milieu du séjour, on va être sans contact les uns avec les autres. Avec donc un repas par jour et un minimum, enfin juste de la méditation, des coloriages. Se retrouver avec soi, quoi. Voilà. Début mars. Début mars. Autre chose de prévu pour le courant de l'année ? Sans doute au mois d'octobre 2017, un voyage en Inde, sans doute à Bénarès, le Taj Mahal. Et, voilà. C'est pareil, un Bénarès. Hein, Il paraît. Ah ouais. Je ne suis pas allé personnellement, ça devait être l'une de mes destinations, mais c'est une ville millénaire. C'est très chargée, paraît-il. Oui. C'est un endroit où on brûle le bon nombre de corps, hein, bien évidemment, mais c'est une cité vraiment
oui, chargé d'un point de vue puis symbolique, mythique. Enfin, il y a beaucoup de choses à la BNRS. Tout à fait. Ouais, donc sacré voyage. Donc ça, c'est pas sûr encore. Ça dépend de. Je vais m'y atteler après l'Amazonie. En tout cas, on peut en savoir plus via ton site internet qui apparaîtra dans le générique de fin et en dessous cette vidéo. Médecine naturelle, chamanisme, c'est les 3 mots-clés. Vous les séparez avec un tiret, un trait d'union, numéro 6 de votre clavier. Médecine-naturelle-chamanisme.com, médecine naturelle au singulier, et le numéro de Joël que vous retrouvez en dessous de la vidéo, bien évidemment, le 06 84 14 04 30, le 06 84 14 04 30. Joël, ça fait déjà 1h30, ça passe vite. Hein. C'est fou. Un grand merci pour être venu au sein de cette émission, nous faire part de ton expérience, de ta vision, de ce que tu proposes à ceux et celles qui le souhaitent. Ce qui aussi, pour ma part, ressort de ton parcours et de ce que tu as compris, c'est ce fameux prix à payer pour apprendre à se connaître aussi. Surtout quand on a le sac à dos qui est très chargé, eh bien, pour en déposer et accepter d'en déposer certaines parties, effectivement, il y a une part de nous-mêmes qui doit mourir pour accueillir du nouveau, du beau, et en même temps, l'ayahuasca, dans son nom aussi, on parle de cette plante comme étant un moyen de mourir à soi-même, d'exorciser, de nous faire vomir quelque part toutes ces différentes barrières, limitations que nous avons. Je ne me rappelle plus exactement. Tu peux peut-être me dire comment on appelle la purge. La purge. Oui. Bref, à tous ceux et celles d'entre vous qui souhaitent partir, voilà, tout dépend vraiment de votre volonté à vouloir grandir et apprendre à vous connaître. Donc n'hésitez pas à contacter Joël pour en savoir plus. Elle vous répondra avec grand intérêt. Et quant à nous, on se retrouvera certainement une prochaine fois. D'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses, Joël. Merci beaucoup, Laurent. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et à bientôt.